Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Merci aussi à l'institution de nous accueillir aujourd'hui. Et donc effectivement, je vais vous parler d'éclairage et d'expérience visiteur. Il me plaît commencer mes présentations écrites orales par une phrase « Éclairer est un geste radical » puisque effectivement, surtout au sein de musées, on a une vraie transformation à la fois de l'environnement muséal d'une salle, mais aussi des œuvres. Et cela opère un vrai changement au niveau de la construction des sens des visiteurs, autant que de leur expérience sensible et esthétique. Il me semble d'abord important tout de même de définir ce qu'on considère lorsqu'on parle d'éclairage, puisque effectivement dans le langage parlé, on a tendance à considérer l'éclairage surtout comme un dispositif artificiel, tandis que aussi l'éclairage naturel est tout à fait un élément qui doit être pris en compte. Donc au lieu d'opposer l'éclairage à la lumière, on va plutôt considérer, comme le dit Jean-Jacques Ezrati, que l'éclairage naturel et artificiel, du coup, est l'art et la technique de maîtriser les sources naturelles et artificielles émettant de la lumière. Je vous ai montré ici cette image qui me semble très parlante en ce qui concerne l'éclairage naturel. On est ici au Teshima Art Museum au Japon. Et en fait, vous voyez comme cette simple ouverture du plafond, du fait du choix en fait, de sa circonférence, de son orientation, de sa proximité avec le visiteur, eh bien, tous ces éléments vont créer une atmosphère très particulière au sein de cet espace. En ce qui me concerne, de moi, aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'éclairage artificiel et notamment d'éclairage dynamique, c'est-à-dire un éclairage qui change en mouvement, en couleur, en intensité. Et son influence sur l'expérience du visiteur est aussi sur son bien-être, puisque effectivement c'est notamment le sujet d'aujourd'hui. Au sein de musées, lorsqu'on parle de lumière, d'éclairage, on est surtout aussi attiré vers ce qu'on appelle les normes de conservation préventive qui émergent en réalité déjà dans l'entre-deux-guerres. On a déjà aussi une certaine normative qui ressort surtout à partir de l'éclairage naturel, mais aussi petit à petit de l'éclairage artificiel. Et c'est par l'action de grandes instances comme l'ICROM ou l'ICOM dans les années 40-50 et par la suite qu'on a une vraie normative au niveau international jusqu'à aujourd'hui, et ces tableaux que je vous présente qui montrent comme au sein d'un musée, en fonction des matériaux, des objets qui sont exposés ou des œuvres d'art, on a ce qu'on considère des niveaux d'éclairage, des niveaux de lumière qui vont changer. Et donc c'est vraiment l'apport de la conservation préventive qui est surtout prise en compte lorsqu'on parle de lumière au sein de musées. Il y a un autre spectre qui est un petit peu moins développé et moins considéré et qui concerne effectivement la perception et le bien-être du visiteur. En réalité, ces questions et ces enjeux remontent déjà même avant l'entre-deux-guerres, notamment par les études de Benjamin Eve Gilman et le musée de Boston. Benjamin Eve Gilman qui a notamment formulé la notion de fatigue muséale et qui observe au musée de Boston que la lumière peut être un facteur psychologique de fatigue du visiteur. C'est-à-dire en fonction d'effets de bruissement ou alors de reflets, le visiteur peut être fatigué et donc la lumière est vraiment un facteur qui doit être travaillé pour faire en sorte qu'il y ait une ambiance particulière et agréable. Ensuite, dans les années 50 et 60, lorsque surtout aux États-Unis, on voit émerger ce qu'on va appeler aujourd'hui les concepteurs lumière, mais au départ, ce sont surtout des architectes de lumière, en anglais les lighting designers. Donc ce sont toute une série d'architectes qui considèrent que l'éclairage peut véritablement modifier la perception d'une architecture. Et je vous ai ici cité William Lamb, qui va sortir plusieurs ouvrages à partir des années 70, et surtout un ouvrage, celui-ci, dans les années 80, qui lui intègre tout un chapitre sur les musées, sur comme l'éclairage va modifier la perception de l'espace dans les musées, et notamment il va considérer le fait qu'il faut hiérarchiser la lumière, les niveaux de lumière, pour que lorsqu'un visiteur rentre dans un espace, et tout de suite, dans ce coup d'œil, toute une série d'informations qui se présentent à lui, et donc une lecture spatiale et une lecture du coup aussi artistique des œuvres.
Depuis quelques années, enfin en réalité déjà depuis les années 20-30, mais on le voit surtout avec les dernières sources artificielles, notamment les sources LED, on a pas mal de chercheurs qui travaillent dans des institutions, qui travaillent avec des laboratoires ou alors des fabricants d'éclairage et qui s'intéressent à évaluer la manière dont la lumière, différents types de lumière en fonction du spectre, en fonction de la source, et notamment de certaines caractéristiques comme le rendement des couleurs des œuvres. Bon, c'est un aspect très technique, mais qui va vraiment modifier la manière dont on peut voir une œuvre, c'est-à-dire en fonction de la source, on peut avoir des couleurs qui ressortent mieux plus que d'autres. Mais il y a aussi d'autres éléments en termes notamment de température des couleurs de la lumière, c'est-à-dire une lumière plutôt chaude, plutôt froide, mais aussi d'intensité de lumière. Donc on va évaluer tous ces paramètres en fonction de ce qu'on appelle la préférence du visiteur. C'est-à-dire donc qu'il y a encore un aspect... effectivement, je vous ai montré ici un exemple. Ça, c'est une image qui, d'avant-après qui m'a été partagée par le conservateur des offices Antonio Godoli, où on voit effectivement comme dès qu'on rentre dans une pièce, en fonction du niveau de lumière, en fonction de l'accentuation, on peut véritablement ou pas percevoir effectivement tout un certain nombre de détails qu'on retrouve devant nous. Et comme on peut effectivement illuminer une œuvre et donner davantage envie d'aller la voir, de regarder les détails, etc. Mais il y a effectivement tout un spectre qui mérite davantage d'être étudié et qui concerne la cognition incarnée, c'est-à-dire la manière dont un individu construit le sens de sa réalité. Alors c'est quelque chose que des chercheurs comme Francisco Varela ou Evan Thompson vont appeler the embodied cognition, la cognition incarnée depuis les années 80, notamment 90, et qui a été repris par des chercheurs français, notamment Jacques Theroux, et pour ce qui concerne le musée, le chercheur Daniel Schmitt, c'est-à-dire on va considérer qu'un individu construit le sens de la réalité qu'il expérimente, non pas seulement à partir d'un point de vue cognitif, mais aussi de par ses émotions, ses sensations, son expérience qu'on pourrait dire incorporée. Au sein du musée, effectivement, Daniel Schmitt, depuis les années 2010, s'intéresse à la manière dont les visiteurs se servent de tout l'environnement muséal pour construire le sens et de ce qui les entoure. En me concernant, donc, je m'intéresse plus particulièrement à l'éclairage, à la manière dont l'éclairage va intervenir dans la construction des sens, dans la cognition incarnée. Alors, essayer d'évaluer l'éclairage, l'apport de l'éclairage, demande tout de même, soulève plutôt un enjeu qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut évaluer un apport aussi, parfois même neutre, invisible, comme la lumière. Effectivement, j'ai donc mobilisé cette méthode qui a été mise en point par Daniel Schmitt, et c'est un protocole de recherche qui s'appelle Remind et qui va mobiliser un simple dispositif, c'est-à-dire une paire de lunettes eye tracking. Donc cela consiste à équiper un visiteur qu'on a recruté peu de temps après l'entrée dans le musée. Et on va l'équiper d'une paire de ces lunettes sans lui énoncer le sujet de notre recherche, donc la lumière. On va uniquement parler d'une expérience sur la perception visuelle et ensuite on va laisser le visiteur dans son expérience, disons, naturelle, qu'il soit accompagné ou pas par d'autres personnes. Et une fois que le visiteur a terminé son tour du musée, eh bien, on va passer dans une autre pièce au calme, on va montrer l'enregistrement de cette perspective individuelle et on va lui demander de commenter, d'écrire, raconter son expérience sans que cela soit orienté encore une fois. C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, on va aider le visiteur pour raconter son expérience, mais on ne va pas orienter ce qui s'est passé. Donc on va essayer de faire vivre une deuxième fois l'expérience et d'avoir tous les détails. C'est à partir de là qu'on peut savoir si la lumière et comment la lumière, dans ce cas, va vraiment intervenir dans l'expérience. Et en plus, il y a, vous voyez ici en bas à droite, il y a des échelles. Une échelle qui a été particulièrement mise au point par le laboratoire d'e-visu de l'Université Polytechnique de France, avec qui je travaille depuis quelques années. Et c'est une échelle qui permet aux visiteurs de se positionner au niveau émotionnel. Donc, je vous présente aujourd'hui quelques résultats qui sont issus des deux enquêtes.
Une enquête qui a été réalisée à la Grande Galerie de l'Évolution en 2019 et une enquête qui a été réalisée au Musée d'Art moderne de la ville de Paris en 2021, donc l'année dernière. La Grande Galerie de l'Évolution a la particularité depuis les années 90 d'avoir un dispositif d'éclairage dynamique qui est appelé le scénario, la scène des spectacles son et lumière, puisqu'il y a également un dispositif de son qui est présent. Et en fait, ces types de dispositifs amènent une ambiance, un environnement lumineux très particulier qui en boucle reproduit ce qu'on appelle un cycle nictéméral, c'est-à-dire, je vous ai mis ici 3 extraits très forts, mais en réalité les changements sont beaucoup plus doux. Et en fait, on va passer du matin jusqu'au soir, la lumière, à la fois sur le plafond et sur la paroi dynamique, comme cela est appelé. Et en plus, donc voilà, il y a vraiment ce cycle qui tourne en boucle pour environ 6 cycles par jour. Et en plus, il y a des environnements qui sont éclairés avec des teintes différentes en fonction disons, les couleurs qui rappellent l'environnement de provenance des spécimens. Donc là-bas, nous avons réalisé une première enquête avec l'équipe des chercheurs de Danny Schmidt. Je cite aussi Virginie Blondeau et Marine Thébault, avec qui en fait, on a publié par la suite les résultats. Et on va voir une série d'éléments qui sont intéressants, qui concernent la manière dont l'éclairage participe de la cognition incarnée et du bien-être du visiteur. Premièrement, il s'agit de considérer que cet environnement lumineux crée ce que le visiteur appelle, je cite, une bulle. Une bulle qui coupe les visiteurs de l'environnement, de la réalité extérieure. Dès qu'ils rentrent dans le musée, il y a cet environnement qui leur permet davantage de vivre une expérience hors du temps, on pourrait considérer. Je pense notamment à une visiteuse qui sortait d'une visite chez le médecin. Elle a raconté tout cela pendant son entretien. Elle sortait d'une visite chez le médecin et en fait elle était très stressée, elle dit, lorsqu'elle rentre au musée, mais dès qu'elle rentre dans cette ambiance, dès qu'elle parle de lumière, elle parle de contraste, de couleurs, d'environnement tamisé, et bien dès qu'elle rentre et qu'elle fait cette expérience, elle oublie ce qu'elle avait vécu et en fait elle rentre vraiment dans cet environnement tout particulier. Et cela amène en conséquence à avoir des effets de contemplation davantage, donc une expérience qui est à part. Un autre élément qui nous intéresse, c'est ce que j'appelle une visite en technicolor, c'est-à-dire que toutes les différentes couleurs qui sont très particulières dans cette galerie vont permettre aux visiteurs de les associer à des environnements naturels, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi on observe que les visiteurs mobilisent des sensations qui sont enregistrées dans des expériences passées pour parler de ces environnements et pour les associer à des couleurs. Par exemple, l'un des visiteurs qui parle de l'environnement des pôles, que vous voyez ici en bas, donc, qui est caractérisé par des couleurs bleues, qu'on pourrait appeler des froides, et bien lorsqu'il parle de cet environnement pour faire la différence avec l'environnement supérieur, avec des couleurs plutôt chaudes, il va dire ce bleu rafraîchissant qu'on retrouve dans les chewing-gums. Donc c'est certainement une perspective très personnelle, mais en fait on voit que chez lui, cela est associé à une expérience de froid, de fraîcheur, et le fait de revivre cet environnement va lui permettre d'une certaine façon, de se remettre un petit peu dans cette expérience. Et cela est valable effectivement aussi avec les couleurs chaudes qui sont évoquées comme des couleurs qui rappellent la savane, qui rappellent des environnements africains ou dans d'autres zones géographiques qui sont effectivement plus chaudes et où on trouve tous les spécimens de ces environnements qui sont exposés. Il y a aussi 2 éléments qui sont particuliers et qui concernent des scènes plutôt spectacularisées. À la Grande Galerie, effectivement, à certains moments, on a la simulation d'un orage qui passe à la fois par des sons et par des lumières, qui est suivi par la suite par un arc-en-ciel. Alors, effectivement, vous l'aurez compris que les visiteurs n'ont pas tous assisté à la même partie du cycle, puisque c'était un peu un aléa de quand la visite allait commencer. Mais pour les visiteurs qui ont assisté à ce cycle, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le rythme de la visite se casse complètement et on a une expérience dans l'expérience. On appelait le dispositif d'éclairage dans ce sens comme un dispositif catalyseur d'expérience. Et on retrouve aussi que les visiteurs, notamment qui sont sensibles aux expériences face à l'éclairage,
à la tempête, à l'orage, vont se poser des questions lorsqu'ils sont à plusieurs sur la véridicité de ce phénomène, puisque pas tous se sont rendus compte qu'il y a effectivement un dispositif artificiel au-dessus de leur tête. Et bien, donc, d'une part, ils se questionnent sur ce dispositif, et d'autre part, ils vont évoquer un entretien le fait que l'éclairage, que cet orage leur permet de revivre des situations de bien-être qu'ils ont déjà vécues dans le passé, toujours en fonction de ces expériences, du fait que quand ils étaient petits, par exemple, se cacher dans leur maison lorsqu'il y avait un orage, etc. Il y a aussi toute cette lumière tamisée qui permet davantage de revivre ces sensations. Enfin, et ça c'est un autre élément intéressant, notamment pour ce qui concerne aujourd'hui le confort de visite, c'est le fait que voir dans le noir, voir dans cette ambiance tamisée est positif tant qu'il y a une certaine visibilité possible, et est négatif lorsque les visiteurs se trouvent dans des environnements très sombres, du fait par exemple comme je vous parlais tout à l'heure, de la conservation préventive, et du fait donc que certains spécimens sont moins éclairés que d'autres. Cela comporte deux conséquences qui ont un attrait très lié à la temporalité des visites. D'une part, on retrouve un étirement du temps lorsque la lumière fait vivre un état de bien-être et de contemplation, et donc cela amène à avoir des effets de contemplation. Alors que lorsque la luminosité n'est pas assez suffisante, on retrouve un état de déconfort pour le visiteur qui fait que sa visite est davantage accélérée et il va passer sur d'autres endroits qui sont au contraire beaucoup plus confortables. Donc la luminosité, effectivement, la lumière a un rôle essentiel dans cette expérience de visite pour des raisons de contemplation, mais aussi effectivement de confort. Au Musée d'Art Moderne de Paris, et là j'irai de manière plus brève, donc j'ai conçu un éclairage dynamique expérimentaire pour La Fée électricité, cette œuvre monumentale de Raoul Dufy qui raconte l'histoire de l'électricité depuis l'Antiquité jusqu'à son époque, les années 30. Et en fait, j'ai éclairé des scènes particulièrement vers le haut, 12 scènes, qui allaient raconter vraiment des moments d'activité qui accompagnent donc cette évolution de l'éclairage. Et en même temps, il s'agissait des parties les moins éclairées de l'œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a un éclairage qui date de presque d'une quinzaine d'années, et donc il y a toute une partie haute de l'œuvre qui est beaucoup moins éclairée. Alors, l'éclairage, on remarque 4 séquences essentielles. Donc, il participe de la construction d'une séquence narrative, que ce soit par l'ensemble de ces scènes, ce scénettes, comme sont appelées par certains visiteurs, qui font les liens entre les scènes éclairées, ou alors quelques scènes seulement qui sont véritablement vues par les visiteurs permettent aux visiteurs de se raconter, en fait, de se concentrer sur ces parties éclairées et donc de se raconter toute l'histoire qu'il y a autour. C'est-à-dire, cela en fait attire le regard et permet par la suite de construire des séquences narratives en conséquence. Deuxièmement, il y a la stimulation d'état contemplatif, c'est-à-dire que le fait d'éclairer des parties de l'œuvre permettra aux visiteurs d'avoir une expérience esthétique et sensible particulière par rapport à cette scène éclairée, que ce soit d'une certaine manière l'observation des enjeux techniques de l'œuvre, sa technique, sa couleur, des enjeux formels du coup, mais que ce soit aussi par rapport au fait de discuter par la suite avec un accompagnateur sur ces scènes particulièrement éclairées. On retrouve aussi la recherche d'interaction, c'est-à-dire le visiteur va chercher à comprendre pourquoi il y a ces lumières, mais bon, ça c'est une partie qui peut-être nous intéresse moins aujourd'hui. Mais enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à la Grande Galerie, ce qu'on a observé, c'est que tous les éléments qui rentrent en jeu dans la construction des sens des visiteurs et qui concernent l'éclairage, au Musée d'Art Moderne de Paris, on a vu que cela a une influence aussi implicite. C'est-à-dire que même lorsque le visiteur ne se rend pas compte qu'il y a de la lumière, et bien cela a quand même la même influence chez lui. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien parce que, en fait, durant les entretiens, le visiteur s'arrête sur les zones éclairées, parle, donc va verbaliser toute une série d'éléments dont je vous ai parlé par la suite, mais sans jamais parler de lumière. Donc c'est cela qui est très intéressant, donc on a une influence qui dépasse
le fait que l'éclairage soit un élément explicite, mais qui joue aussi sur la partie implicite. Donc, pour terminer, il y a toute une série d'apports qui ressortent de ces deux enquêtes et qui couvrent finalement un champ intéressant qu'il va falloir davantage explorer par la suite, mais surtout qui nous permettent de considérer que l'éclairage est un dispositif qui répond à plusieurs fonctions cognitives, esthétiques, sensibles et on a vu aussi infraliminales, comme on a souhaité l'appeler, c'est-à-dire avec une influence implicite. Et donc, on propose de considérer l'éclairage comme un dispositif qui véhicule un processus de médiation qu'on propose de qualifier de sensoriel. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je sais que l'éclairage est un élément assez technique, donc si vous avez d'autres questions, je serai